propose de commencer, puis les prochains, les suivants vont se rapprocher à la réunion. Merci à tous d'être présents ce matin. C'est notre troisième webinaire qu'on organise. D'habitude, on organise plutôt des événements présentiels, type petit déjeuner. Là, on vous propose de prendre votre café chez vous et de rester confortablement assis et profiter du coup de la présence de Vincent Boly, qui est enseignant-chercheur dans le laboratoire RPI à l'ENSGSI, donc l'École nationale supérieure de génie en système d'innovation, qui est présente sur le territoire et qui est donc une école d'ingénieurs dédiée au processus innovatif et donc au management de l'innovation en particulier. On a voulu faire un webinaire sur la thématique de la crise. Est-ce que c'est un bon moment pour innover et quelles sont un peu les méthodes pour innover en temps de crise et comment des méthodes qui existent par ailleurs peuvent être appliquées pour innover durant cette période. On sait que la crise est un moment pour des entreprises pour se questionner, pour se transformer, et donc on voulait continuer à creuser ce sillon. Je trouve que c'est une thématique intéressante. On avait organisé un hackathon sur la ville d'après avec le NSGSI et le PADOC, et donc on veut continuer à animer cette thématique. Donc, dans ce matin, on sera une trentaine de personnes. Donc, je vais demander à tout le monde de couper son micro à minima pour éviter les sons parasites. Et si vous avez des questions, on commence avec les sons parasites. On sera obligé de couper les micros de ceux qui ne laissent pas allumer. Et donc, pour ceux qui souhaitent poser des questions, on devrait avoir une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions. Je vous invite à les poser sur le chat et on vous donnera la parole progressivement au fur et à mesure de la session de questions-réponses. Donc, je vais laisser Vincent Boly se présenter un peu plus en détail et de pouvoir commencer sa présentation. On se permettra aussi de poser des questions peut-être au fur et à mesure si on sent qu'il y a besoin en fonction du chat pour rendre la session un peu plus interactive. Voilà. Vincent, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à discuter, échanger avec tout le monde autour de cette notion d'innovation en période de crise. Donc, en quelques mots, je suis professeur à l'ENSGSI. C'est une école qui est basée à Nancy, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est spécialisée en innovation. Donc, à titre personnel, j'ai fait partie des créateurs de cette école. Et puis, aujourd'hui, j'ai pas mal de collaborations avec des entreprises, des grands groupes, mais aussi des PME, et en particulier au niveau local. Et puis, j'ai été également sollicité pour rédiger les normes. Vous savez sans doute qu'une norme française et maintenant une norme mondiale ISO 56000 est sortie autour du management de l'innovation. Donc, avec notre équipe, on a participé à tout ça. Voilà. Donc, le sujet, c'est vraiment l'innovation. Et merci à tout le monde d'organiser cet échange. Alors, n'hésitez surtout pas à intervenir, poser des questions, chatter, etc. Ça fait partie du système. C'est sympa, on peut travailler comme ça. Je vais vous présenter au fur et à mesure quelques diapositives, quelques slides que j'ai préparés. Alors, ça vous évitera de voir la pièce dans laquelle je suis, parce que ça fait partie des choses un peu innovantes en temps de crise et qui est assez intéressante, c'est que beaucoup d'entre nous, on a complètement modifié l'utilisation de nos domiciles, et donc la crise nous a posé la question de comment réutiliser nos habitations pour avoir des espaces en particulier professionnels, des espaces pour certains aussi pour éduquer les enfants, etc. Donc ça fait partie du truc, mais on va plutôt passer à des diapositives. Alors, je partage mon écran, j'espère que ça fonctionne. Hop.
vous voyez la diapositive, ça marche? Ouais, c'est bon. Donc, la question qui se pose, c'est en temps de crise, est-ce que finalement, il n'y a pas une certaine opportunité à faire évoluer nos organisations et à innover? Alors, avant de démarrer là-dessus, naturellement, il faut être quand même proche de la réalité. Et la réalité d'une crise aujourd'hui, c'est quand même des gens qui travaillent de manière incroyable pour nous maintenir en bonne santé, des gens qui interviennent dans le secteur de la santé. Donc, j'ai quand même une pensée pour tous ces gens-là. Et puis aussi, en temps de crise, il y a des gens qui économiquement vont perdre leur affaire, hein, c'est clair. Il va y avoir un choc économique. Et donc, il faut aussi avoir pensé à ça, c'est-à-dire que c'est pas l'emploi et la perte d'activité. Alors, quand on parle de temps de crise, et en particulier celle du Covid-19, ben, on constate qu'il y a des innovations. Alors, je ne pensais pas un jour avoir à faire référence à Lady Gaga, mais quand même, on constate qu'il y a la mode actuelle qui a été lancée de faire des spectacles en ligne, des spectacles sur Internet, et ça, c'est relativement nouveau. On constate que la crise actuelle donne un coup de boost à la télémédecine, alors qu'il y avait quand même beaucoup de réticences autour de cette technique. Alors même si mon graphique est peut-être, ma photo est peut-être un petit peu enjolivée, hein, je ne suis pas sûr que tous les parents le vivent comme ça, mais en tout cas, les enfants ont fait progresser et boostent et poussent l'enseignement à distance. Et il y a quelques mois, un ministre avait dit que le CNED, le Centre national d'enseignement à distance, était à côté de l'école. On voit que tout de suite la remise en cause que la crise du virus, la pandémie a créé. Ça a été évoqué par Romain. Il y a eu un e-hackathon organisé par Grand Nancy Innovation. L'un des projets les plus intéressants portait sur la conception d'un masque. Et aujourd'hui, donc, il y a des innovations dans ce domaine-là, avec en particulier des masques qui permettent d'avoir des parties interchangeables pour ne pas avoir à acheter des masques complets. Et donc, on a même des solutions qui économiquement sont très fortes. J'ai mis la photo du petit appareil qui s'appelle Keep Your Distance, donc Kit 42. C'est un petit bip qui envoie un signal sonore dès que quelqu'un s'approche à plus d'1,50 m de vous-même. Ça, c'est en vente en ligne. Et puis, il y a eu des appels d'offres très rapides et aujourd'hui, il y a des innovations qui ont été lancées à partir avec des consortiums d'entreprises de BTP qui proposent des choses dans le domaine de la création d'hôpitaux de campagne ultra rapides à installer. Donc, on voit que la crise actuelle, elle a permis l'occasion de certaines innovations. Alors, si on revient un tout petit peu avant de rentrer dans le pratique, parce que je vais aborder ce qui sera en pratique notre période de crise, on regarde en prenant un tout petit peu de recul, on sait que la crise, c'est soit perçu comme une opportunité, quelque chose de favorable pour certains, et c'est forcément un danger pour beaucoup d'autres. Alors, en pratique, une crise, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des conséquences qui sont évaluables par des indicateurs quantitatifs. Au niveau financier, il y a des pertes de chiffre d'affaires, des baisses de capacité d'autofinancement. Il y a également aussi des indicateurs qui sont géographiques. Les crises, elles sont soit régionales, soit, comme la présente, elles peuvent être internationales. La crise, elle a une dimension aussi avec des indicateurs sociaux, le nombre de licenciements, le chômage partiel. Mais au-delà de tous ces indicateurs quantitatifs, il y a aussi toujours des éléments qui sont qualitatifs. Et associés à des crises, il y a toujours des dimensions de type perte de morale des personnes, par exemple des personnels dans les entreprises, le manque de confiance générale des dirigeants. Donc il y a toujours une grande dimension comme ça qui est très qualitative. Et puis la crise, de toute façon,
fait remonter des contradictions dans nos fonctionnements et elle fait remonter des dysfonctionnements. C'est pour ça que à chaque crise est associée une crise d'identité. C'est presque comme les adolescents. Ce qui veut dire que si il y a une crise d'identité, la réflexion pour essayer de corriger les choses et qui est donc très proche de l'innovation est souvent favorable en situation de crise. Alors quand même, la crise qu'on connaît aujourd'hui, à titre personnel, je la trouve totalement originale. Pourquoi? Parce qu'elle associe 7 dimensions très particulières. Il y a déjà eu des crises mondiales, il y a déjà eu, hélas, des crises politiques, des guerres. Des crises économiques, il y en a eu, en particulier celle de 1929. Des crises sanitaires, il y en a une. Mais celle-ci est extrêmement rapide. La vitesse à laquelle la dégradation économique, sanitaire et politique est arrivée est tout à fait étonnante. Et surtout, c'est la première crise où on associe à toutes les variables précédentes la notion d'information. C'est-à-dire que les victimes, les gens qui sont menacés, sont informés en temps réel. Et les personnes qui peuvent bénéficier de cette crise, par exemple certains vendeurs de matériel, on pense aux grandes sociétés de distribution Internet, elles sont en temps réel informées qu'elles peuvent être bénéficiaires et qu'elles peuvent tirer profit de la crise. Et ça, c'est tout à fait original. Alors, quelques-unes des innovations qu'on repère en temps de crise en 1929, parce que c'est traditionnel, en 1929, on a vu apparaître le radar, les nylons, la pénicilline. Il y a eu un développement incroyable de l'industrie du loisir aux États-Unis. Et si on prend la crise qui est plus lente, la crise climatique, on voit tout de suite que dans le domaine automobile, il y a eu aussi des innovations. Donc, que ce soit aujourd'hui ou par le passé, il y a toujours eu, en période de crise, des innovations. Et ça, c'est dû à certaines attitudes. Donc, il y a des comportements face à la crise qui sont habituels, qu'on retrouve historiquement et qui sont des attitudes qui stimulent l'innovation. Et en particulier, cette phrase de Churchill qui est un tout petit peu prophétique actuellement, où il utilise l'expression de ne pas se laisser prendre à la gorge. Et finalement, très concrètement, si on rentre dans le détail, dans le concret, finalement, historiquement, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on constate que face à la crise, il y a deux grandes pratiques qui sont développées par les entreprises qui réagissent, les entreprises qui parient sur la nouveauté, c'est-à-dire sur l'innovation. On constate donc finalement deux façons de faire, on va dire, qui est soit une remise en cause individuelle, c'est-à-dire qu'on va se regarder soi-même, c'est pas se regarder le nombril, c'est réfléchir à qui on est, sa personnalité, son fonctionnement et sa place dans la société. Donc c'est une véritable introspection. Puis il y a une autre attitude qui est de s'ouvrir aux autres et de travailler avec des partenaires et faire de la collaboration, ce qu'on appelle l'open innovation. Donc, en gros, il y a deux attitudes, remise en cause et travailler ensemble, travailler avec d'autres. Alors, naturellement, c'est complémentaire. On peut le faire, sauf qu'en période de crise, souvent, on va donner la priorité plutôt à une ou deux opérations pour différentes raisons. Alors, il y a un défi à relever qui est qu'on pourrait parfois peut-être trouver un peu cynique, mais toujours est-il que finalement, en période de crise, tout le monde est en crise. Ça veut dire que même les clients, même les acheteurs sont en crise. La conséquence de ça, c'est que tout acheteur, tout consommateur va être beaucoup plus exigeant parce qu'il aura moins de moyens. Ce qui veut dire que de manière très paradoxale, en période de crise, les gens sont plus friands d'innovation. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, les gens vont se tourner vers les meilleurs produits, les produits les plus nouveaux, naturellement, cadrant avec leurs moyens, leurs propres ressources. Donc, en fait, les restrictions que vivent les gens, très souvent, stimulent l'innovation. C'est très clair. La personne qui aujourd'hui réussit à développer un masque pour les hôpitaux
qui permet globalement une économie par rapport au masque traditionnel, si la personne innove en proposant ce genre de choses, même s'il entraîne un changement dans la pratique, dans l'utilisation du masque, le type de frame, cette personne va être privilégiée par les acheteurs. Ça, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on a eue avec un des acheteurs de l'hôpital de Nancy en préparant cette discussion, qui a bien mis cet aspect en avant. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le détail, qu'on rentre dans la pratique sur deux opérations, l'une d'introspection et l'une d'open innovation. Alors, pour la partie introspection, je voudrais remercier quelqu'un d'ailleurs qui est en ligne aujourd'hui, qui est Pierre Bourgogne, qui est conseiller stratégique pour une entreprise qui s'appelle EtapLab. Et EtapLab a lancé donc une opération que moi je qualifie d'introspection. Et je remercie tous les dirigeants d'entreprise qui ont accepté que je rentre un peu dans le détail de ce qu'ils ont lancé comme opération et que j'y apporte mon propre regard. Alors, EtapLab, c'est une entreprise dans le domaine, on va dire pour simplifier, des biotech et qui est spécialisée dans de la prestation de services, dans des études, dans le domaine de la toxicologie, tout ce qui est health nutrition, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation santé, la dermatologie et la neurologie en particulier. Ils ont des activités dans le domaine des AVC. Alors, j'ai épluché toutes les opérations menées d'introspection, actuellement menées et lancées spécifiquement par EtapLab. Alors, comment c'est organisé chez EtapLab? En fait, il s'agit d'une réflexion en 3 rounds, en 3 tours, en 3 étapes. En fait, la première étape vise à avoir une idée générale et donc à questionner tous les employés qui sont chez eux en télétravail. Et ensuite, il y a une synthèse. Et ensuite, on continue, il y a une boucle. On re-questionne les gens, on refait des synthèses, etc. Donc, il y a toute une construction qui est faite, donc, à travers des questionnaires, des documents qui sont envoyés et un peu de temps qui est accordé aux personnes pour répondre. Donc, c'est une méthode de construction comme ça. Pour ceux qui connaissent, c'est très proche des démarches qu'on appelle Delphi. Alors, je me suis permis de me plonger dans les documents fournis par EtapLab. Et puis, j'ai surligné sur la diapositive quelques éléments qui me paraissaient sacrément intéressants et qui me paraissaient caractériser la démarche d'EtapLab que j'appelle moi d'introspection. Alors, la première, c'est qu'on assume l'incertitude. C'est-à-dire que les choses sont incertaines. On ne dit pas aux gens il faut réfléchir à qui on est et on sait où on va. Non, il y a de l'incertitude, on est en période de crise. Et par exemple, pour une entreprise qui fait des tests dans ce domaine-là, il y a une question qui est clé, c'est est-ce que les pratiques ultra rapides de tests de médicaments qui sont développés pour lutter contre le virus, est-ce que ça, ces méthodes-là qui sont nouvelles, qui squeezent certaines étapes, est-ce que ça va continuer? Voilà, donc ça c'est une vraie question, il y a de l'incertitude. Autre chose, j'aime bien la formule utilisée par EtapLab, la réflexion collective individuelle. Et donc, c'est bien l'idée que chacun va donner des idées, mais ce n'est pas une boîte à idées dans tous les sens. C'est une réflexion qui doit être aussi collective, avec une construction, c'est-à-dire qu'il y a des synthèses, et que finalement, il faut bâtir quelque chose de commun à tout le monde et qu'il y ait un consensus à la sortie. Ensuite, il y a, le mot que j'ai pointé qui est autrement, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire de la créativité. Il faut sortir des chemins battus. L'autre point, c'est qu'il faut être concret. Ce n'est pas parce qu'on est créatif qu'on n'est pas concret et pragmatique, donc il faut des propositions. Et puis enfin, ce qui est mis en avant selon moi, c'est que cette démarche-là, ce n'est pas un exercice qu'on fait le temps du confinement et puis après on reprend le travail comme avant. Non, la démarche, elle est jugée importante et donc stratégiquement fondamentale pour l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est mis en avant. Alors, si on rentre dans le détail de certaines des questions que moi j'ai reprises de cette démarche de réflexion menée en temps de crise, tout d'abord, chez EtapLab, on se pose la question du métier. Alors, un métier, c'est quoi? C'est à la fois, c'est une espèce de trio entre le client, le produit et les compétences. Donc, chez Etap, on remet en cause quels sont les clients, est-ce qu'il faut en trouver d'autres? Les produits, les prestations de services, est-ce qu'il faut en trouver d'autres?
et est-ce qu'on remet en cause nos compétences? Alors, on fait un travail comme ça, on a collaboré avec une autre entreprise qui n'a rien à voir, qui s'appelle par exemple La Poste. Ben, c'est très intéressant parce que on remet en cause le métier du facteur. Donc, quels sont les clients du facteur? Quelles sont ses prestations de service et quelles doivent être ses compétences? Et c'est comme ça, par exemple, sont émergées des choses que vous avez peut-être vues, les facteurs qui prennent des photos dans la rue pour signaler aux collectivités les déchets qui pourraient traîner dans les communes et accélérer le traitement des déchets sauvages, les dépôts sauvages dans les communes. Autre défi intéressant chez EtapLab, c'est qu'on met une échelle de temps à 10 ans. Donc, on essaye de faire de la prospective. On essaye de voir plus loin. Alors, ça aussi, c'est intéressant de dire je regarde loin alors que le domaine est incertain. Ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, donc, ce qu'on cherche à voir aussi, c'est est-ce qu'on est utile. Et ça, c'est sacrément intéressant. Ça veut dire qu'en période de crise, il faut se reposer la question du sens de l'entreprise. À quoi on sert? Et ça, c'est pour une entreprise qui fait des essais dans le domaine de la santé, par exemple, c'est quand même sacrément intéressant. On se pose aussi la question de l'image. Alors là, je ne vous poserai pas la question à tous ceux qui participaient à ce web séminaire, si vous connaissiez EtapLab. Si vous ne connaissiez pas, ça donnera une petite indication aux dirigeants d'EtapLab pour dire qu'ils ont un déficit d'image. Ça, c'est bien possible. Ensuite, il y a deux dimensions qui sont prises en compte. C'est à la fois le personnel lui-même et ses conditions de travail. Donc, on pose des questions, on réfléchit là-dessus. Donc, par exemple, est-ce qu'il faut réaménager les locaux à court terme pour pouvoir produire des choses différentes et changer nos façons de travailler, l'organisation du travail en interne. Et puis également, on se pose la question de la stratégie générale. Alors là, je pointerai 3 éléments. Le premier, c'est par exemple se poser la question de l'environnement. Est-ce qu'on doit avoir une activité qui est plus durable? Ça, c'est intéressant. L'aspect commercial, donc c'est est-ce qu'on peut vendre différemment? Par exemple, est-ce qu'on doit passer plus par des scientifiques, des colloques scientifiques pour vendre des activités, par exemple? Et puis l'autre question qui est celle de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez, est-ce que, par exemple, Étape doit se mettre à faire des essais pour ses clients, mais aussi des essais qu'elle mènerait en propre, pour plus tard avoir une énorme base de données, cette base de données permettant de vendre des études transverses. Alors ça, à titre d'exemple, nous travaillons actuellement en période de crise avec une entreprise qui fait des études de marché. C'est très exactement la réflexion qu'on mène et qui va se conclure, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, aujourd'hui, elle est capable de faire des études de marché, par exemple, pour des grandes surfaces, dire à une grande surface quelle est la perception des utilisateurs. Par contre, une fois qu'elle a dit aux gens que 30% des femmes se sentaient en sécurité dans la grande surface, aujourd'hui, elle n'est pas capable de se comparer à d'autres grandes surfaces dans le monde. Donc, elle va utiliser de l'IA pour pouvoir faire ce type de benchmarking et vendre ce type de benchmarking. Donc, voilà. Donc, ce que je trouve intéressant, et je remercie encore les gens d'Étape, c'est de montrer très concrètement par ce biais des questionnaires, des synthèses et des allers-retours entre tout le monde dans l'entreprise, de voir qu'on peut remettre en cause et avoir des réflexions et construire une vision, 2 visions, 2, 3 scénarios de ce que Étape doit devenir d'ici 2-3 ans et à plus long terme. Donc on voit que cette période de crise que vit Étape, puisque les gens travaillent chez eux, il y a une grosse partie de l'activité qui est stoppée, on ne peut pas faire de manip dans la période actuelle, et bien on voit qu'on profite de la chose pour reconstruire et je suis persuadé, il me semble qu'il y a déjà des pistes qui sortent très concrètes de propositions chez. Alors ensuite, autre élément, l'open innovation, c'est-à-dire comment on va travailler à plusieurs, comment on va collaborer. Donc en fait l'idée, c'est de se dire qu'on ne peut pas innover tout seul, ou c'est très difficile, et qu'il faut donc s'associer à d'autres, travailler à plusieurs. Voilà, c'est cette idée que finalement, si on regarde dans le détail, est-ce que tout seul, on peut assumer et avoir toutes les compétences pour faire de l'innovation? Alors, là-dessus, je vais me baser sur un travail qui nous a été demandé par la filière automobile française.
qu'on a démarré il y a à peu près 1 an et demi, et qui est donc financé en particulier par le Grand Plan d'investissement. Et la question qui nous a été posée était la suivante, en particulier dans le secteur automobile. Quelles sont les bonnes pratiques quand 2 personnes travaillent ensemble? C'est-à-dire deux entités, deux entreprises, 2 structures se sont rencontrées, ont décidé de travailler ensemble. Et comment ça se passe, comment ça doit se passer lorsque l'on veut innover de manière très correcte? Alors voilà, donc on a étudié ça, on a rencontré des tas d'entreprises, on a participé à des projets pour tester des bonnes pratiques, etc. Et voilà un petit peu, je voulais vous donner les bonnes conclusions, les conclusions qu'on a actuellement autour de ça. Alors, tout d'abord, la première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait un climat de respect mutuel et donc de confiance entre les individus. Alors attention, ce n'est pas la confiance comme dans le livre de la jungle avec le serpent K qui endort son partenaire, c'est la vraie confiance où on est sûr que l'un ne tirera pas la couverture à soi. Autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que quand les gens collaborent en période de crise, c'est qu'il faut vérifier et mettre en place tout un contexte, une organisation pour que les gens travaillent bien ensemble, et puis aussi de bien veiller à l'écosystème. C'est-à-dire que les partenaires de chaque entreprise ne suffisent pas. Très souvent, quand on travaille à plusieurs, il faut trouver d'autres partenaires. Alors, je suis revenu. Alors, en fait, on vous avait mis à disposition, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, un lien qui vous permet d'aller vers un questionnaire. Mais en gros, voilà, il y a 17 points qui permettent de se repérer pour savoir comment bien travailler ensemble. Voilà, donc ça permet ces 17 points, ces 17 repères, ces 17, si on était marin, ça serait 17 phares qui nous permettraient de nous positionner dans l'océan de la collaboration et donc de voir si vraiment on travaille bien ensemble. Alors, je ne vais pas commenter chacune des 17 cases, je vais plutôt partir sur des exemples de collaboration sur lesquels on a utilisé ce type de travail. Alors, la première collaboration que je vais prendre, je vais prendre une collaboration que nous avons nous-mêmes au niveau de l'université avec une PME qui fabrique des capteurs. Donc, en gros, la collaboration est la suivante. Cette entreprise fait des capteurs et on doit voir comment on peut utiliser les technologies de réalité augmentée en plus des capteurs pour mettre au point de toutes nouvelles prestations de services. Ça concerne la relation machine. En gros, pour faire simple, pour améliorer les conditions de travail et la position des opérateurs par rapport à des machines, est-ce qu'en leur mettant des capteurs et de la réalité augmentée, est-ce qu'on peut augmenter à la fois la sécurité au poste de travail, le confort au poste de travail et éventuellement aussi les performances industrielles? Alors, eh bien, on a regardé comment, entre cette entreprise et le laboratoire de recherche, quels ont été les éléments qui ont fait que, pour l'instant, cette relation fonctionne très, très bien et commence à donner des innovations transférables. Eh bien, en fait, 5 points ont été très précisément regardés entre les 2 partenaires pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors, le premier, qui est original, c'est celui qui est en haut à droite. Quand une PME travaille avec un laboratoire de recherche universitaire, il faut mettre au point des contrats au début, c'est un peu pénible, mais pour bien montrer ce qu'apporte le laboratoire. Pourquoi? Parce qu'en cas d'échec, le laboratoire ne veut pas qu'on lui interdise de continuer à utiliser ses travaux précédents. Donc, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut savoir. Et donc, cette grille, ce tableau de repères, permet aux 2 partenaires, nous a permis de nous questionner sur l'importance de ça, et ça a été mis en avant. Autre chose qui a été mis en avant, c'est la case qui est la plus à gauche, c'est de considérer le contexte multiculturel et pluridisciplinaire. Donc, on a fait des réunions entre cette entreprise et nous pour voir comment on pouvait fonctionner entre des fonctionnaires de l'État qui ont besoin de publier, de raconter ce qu'ils font dans des revues scientifiques,
qui ont besoin de trouver de l'argent pour faire tourner leur laboratoire, et une PME qui a besoin de trouver de l'argent pour que son personnel puisse vivre et pour qu'elle puisse investir. Donc on s'est mis d'accord, on a beaucoup discuté sur nos façons de voir les choses et pour se mettre d'accord sur le climat de travail et le partage d'informations. Voilà. Donc voilà, ça veut dire qu'à tout moment, quand on collabore avec quelqu'un, grâce à ce genre de grille, on est capable de voir si on est dans la bonne direction, si on pratique de manière correcte. Je vais prendre un autre exemple qui est dans un contexte totalement autre. Dans la filière automobile, sur une innovation dont je ne peux pas trop parler, mais qui en gros a trait à de nouveaux systèmes de freinage qui vont équiper d'ici peu de temps les véhicules. C'est une innovation entre une entreprise donc, qui fabrique des sous-ensembles de freins et une entreprise qui fait des capteurs de très très haut niveau. On reste dans le domaine des capteurs. Et donc là, on a fait le travail aussi. Le projet était commencé depuis 1 an et demi entre les deux partenaires et on a regardé quels étaient les points importants selon eux pour que la relation puisse fonctionner correctement. Et ce qu'on voit, c'est que en bas à gauche, on voit interopérabilité des outils et des méthodes. Ça veut dire que ces entreprises utilisent des logiciels et que pour eux, pour bien travailler ensemble, il fallait que ces logiciels communiquent entre eux. Donc on voit qu'on est plus dans le hard. En haut à droite, on voit création et répartition de valeur. Alors au bout de 18 mois, les entreprises se sont mises autour de la table en disant qu'est-ce que, si le projet marche, qu'est-ce que moi je vais gagner, chacun individuellement, et qu'est-ce que le client va gagner. Donc il y a eu une véritable négociation de partage de gains à l'issue du projet qui a été mis en place. Souvenez-vous, dans le projet d'avant, ça c'est quelque chose qui n'a pas été fait et qui n'a pas été jugé important par les partenaires. Et puis ensuite, je prendrai le dernier point, c'est ce qu'il y a à gauche, à droite, pardon, organisation de la future filière. C'est-à-dire que les deux partenaires se sont rendus compte que si ils travaillaient tous les deux comme ça ne servirait à rien, qu'ils auraient des problèmes. Et donc, il fallait qu'ils prévoient d'autres partenaires pour que l'ensemble de la chaîne de production et de distribution puisse être mise en place pour valoriser cette innovation. Là encore, pour le projet précédent, c'est quelque chose qui n'avait pas été jugé important. Voilà, donc, si on regarde en pratique, on a ici 17 éléments qui nous permettent de diagnostiquer si on travaille bien à deux et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour qu'on travaille mieux à deux en innovant. Voilà. Alors, ça, je vais m'arrêter là-dessus pour qu'on ait le temps de discuter tous ensemble. Alors, si je récapitule, ce que l'on voit à travers tout ça, c'est que finalement, il y a deux grandes attitudes qu'on retrouve en période de crise, qui sont vraiment des attitudes volontaristes. Et ces attitudes, elles visent à collectivement dans l'entreprise se poser des questions et remettre en cause ce qu'on fait. Et le client peut y voir une opportunité pour les innovations qui vont être proposées. Et puis l'autre point qui est très important, c'est qu'en général, les personnes se regroupent pour développer des innovations et avoir plus de poids. Pourquoi? Parce qu'en période de crise, chacun peut avoir peu de moyens et qu'à plusieurs, on a plus de moyens et qu'on partage le risque. Voilà, je suis ouvert à toutes vos questions et surtout aussi, si cette discussion, ces échanges qu'on a entre vous peuvent être le départ de quelque chose, qu'on a entre nous peuvent être le départ de quelque chose, n'hésitez pas à contacter Grand Nancy Innovation. Au niveau de notre équipe, on est toujours preneur de projets et d'initiatives d'innovation. Donc ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec Grand Nancy Innovation. Merci de votre écoute et puis je suis preneur. On peut discuter entre nous de tous ces aspects-là. Merci Vincent pour ce brillant exposé. Voilà, on rentre dans la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à les inscrire dans le chat. Je vois qu'il y en a une première. Donc, les 17 bonnes pratiques ont été évaluées de quelle manière?
de Damien Schiffman. Alors en fait, les pratiques, c'est des choses qu'on a collectées dans les entreprises par observation et puis également en discutant avec les dirigeants, avec des responsables d'innovation. On a aussi beaucoup discuté avec des responsables achats de certaines entreprises de toute taille. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a constitué nos grilles que vous avez vues en ligne. Et ensuite, on les a utilisés, c'est-à-dire qu'on a fait des essais dans pas mal d'entreprises. On doit en être à peu près aujourd'hui à une vingtaine de projets de collaboration. Et puis, on a demandé aux gens si ça leur servait à quelque chose. C'est-à-dire que si, en utilisant les grilles, ils trouvaient des pistes d'amélioration. Et donc, petit à petit, on a affiné les grilles comme ça. Donc, voilà comment ça fonctionne. On a aussi fait un essai comme ça, c'est le hasard de la vie qui a fait qu'on l'a fait aussi un essai dans un hôpital pour tout ce qui est traitement de déchets, parce qu'aujourd'hui, le Covid pose un vrai problème de traitement de déchets encore plus que d'habitude, en particulier sur la dimension sanitaire pour les gens qui prennent en charge ces déchets. Et on a vu que grâce à cette grille, on avait pu proposer des améliorations dans la relation entre le service achat de l'hôpital et les entreprises qui traitaient les déchets. Et ça a permis une amélioration, donc une certaine innovation dans cette filière déchets. Question de David Rosenfarb. Est-ce applicable dans des univers associatifs? Alors, on ne l'a pas testé dans des univers associatifs, mais on va le faire. Et on est, je pense que ça va marcher. En particulier, on est sollicité par une société qui développe des films, qui est plutôt dans tout ce qui est vidéo et qui est une association. Et également, on est sollicité par des associations qui sont dans le domaine de la réduction de tout ce qui est aliments jetés, etc. Donc, des gens qui travaillent sur la récupération des aliments, des produits non vendus en grande surface, donc tous ces aspects-là, et donc et qui jouent une sorte de rôle de banque alimentaire, et donc on va tester la méthode. Je suis assez optimiste. Ouais. Alors, il y a peut-être quelques formulations qu'il faudra changer. Par exemple, je pense que dans les univers associatifs, on ne parlera pas de propriété intellectuelle ou de choses comme ça, ou de brevets, mais je pense que ça sera applicable. On a la même question à peu près sur les collectivités territoriales et le secteur public, de la part d'Angela Proxilo-Dupont, et en particulier sur le Grand Nancy. Voilà. Alors, là encore, on ne l'a pas testé, donc je ne sais pas, mais là encore, je pense que moyennant quelques déclinaisons, ça sera possible. Alors, on ne l'a pas testé auprès de collectivités du Grand Nancy. Par contre, on a fait, nous, on est une structure publique, un laboratoire public, on l'a testé sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a remis en cause nos façons de collaborer avec d'autres équipes universitaires, et ça fonctionne. Là encore, je pense qu'il y a des déclinaisons parce que, par exemple, quand on parle d'une collectivité et ses façons de collaborer, et quand on parle de création de valeur, parce que quand on innove dans une entreprise, il faut créer de la valeur, hein, sinon il ne se passe rien et il n'y a pas d'avenir. Et la création de valeur, là, pour une collectivité, c'est plus de rendre un certain service aux citoyens, à l'usager, et donc il y a encore des modifications à faire. Mais la logique générale qui veut qu'on regarde de manière très fine le moment où on est à deux et à travailler ensemble, je pense que les grandes dimensions qu'on a là restent valables. Ouais. Mais il faut le tester. Et je suis preneur de tests. Question de Julien Lambert. Les 17 bonnes pratiques sont-elles cadencées dans le temps ou interviennent-elles toutes en même temps à chaque phase d'un projet innovant? Alors ça, c'est très étrange. Excellente question. C'est très, très étrange. C'est-à-dire que il n'y a pas de règle. C'est ça que je trouve intéressant. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que dans certains cas et dans certains projets qu'on a étudiés, les gens nous ont dit on ne démarrera pas
tant qu'on n'est pas d'accord sur la création de valeur, la répartition de valeur et la propriété intellectuelle. Nous, dans notre cas, en tant qu'université, on ne travaille pas avec une entreprise si l'entreprise tout de suite ne reconnaît pas nos apports initiaux, ce qu'on apporte au niveau patrimonial. Et vous avez d'autres projets qui ont superbement marché où il n'y a aucune discussion au départ sur la répartition de valeur et ça n'arrive qu'à la fin. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des repères, mais il n'y a aucune règle projet par projet. Et ça, c'est un peu spécifique de l'innovation. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, qui vivons ça, c'est que finalement, petit à petit, il y a un savoir-faire à développer, c'est-à-dire quelles sont les pratiques qu'il faut mettre en place au départ dans telle ou telle situation. Si vous êtes, par exemple, dans le domaine du médicament, très certainement que les bonnes pratiques de départ ne sont pas les mêmes que si vous êtes dans le domaine culturel ou que vous êtes dans le domaine de la mécanique ou que vous êtes dans le domaine de la banque et de la prestation de services. Donc, en fait, les 17 pratiques, petit à petit, il faut apprendre à jongler avec et voir lesquelles sont les plus importantes au début, au milieu ou vers la fin. Alors, pour rester sur cette logique des 17 bonnes pratiques, est-ce qu'elles peuvent constituer des incitations à la création de valeur? La réponse, si je comprends bien la question, est très clairement oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vu que dans la terminologie, très rarement on parle d'objectifs. Par exemple, bon, voilà, j'ai un objectif, on partage des objectifs. Non, là, on est très, très axé création de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne? Alors attention, la création de valeur, on a une liste de 13 valeurs. Alors, je ne vais pas toutes les mettre en avant, mais en gros, la valeur que l'on crée, c'est par exemple de l'argent, souvent. On va gagner plus. Mais c'est aussi, par exemple, ça peut être de la notoriété. Est-ce que je suis plus connu sur mon marché parce que j'innove? Vous savez, ça c'est l'exemple de cet ancien Nancéen qui avait créé la chaussure de football la plus légère du monde et en fait, il n'en vendait pas. Par contre, tout son autre business a énormément explosé parce qu'il avait ce produit-là. Donc, son innovation lui a permis de créer de la valeur. Donc, tout ce qu'on fait va dans le sens de créer de la valeur, argent, notoriété, durabilité, sécurité des gens, etc., etc. Donc, on va dans le sens de la création de valeur et c'est ça qui est très, très important. Voilà. Alors, je voudrais dire un dernier point, c'est que cette méthode, elle vise à ce que l'entreprise, son partenaire, gagne en valeur, mais aussi le client. Il faut que le client, en innovation, c'est comme ça que ça marche. Les meilleures innovations, c'est quand les deux entreprises qui lancent l'affaire sont, ou trois, quatre, les gens qui lancent l'affaire gagnent, mais aussi il faut que le client gagne, voire même le client du client. Donc, c'est cette répartition, cette logique de valeur qui est à la base des 17 pratiques. J'avais d'autres questions, je suis en train de les faire préciser. Je peux aussi vous donner la parole, ça peut être intéressant. Je vais peut-être laisser la parole à Laurent de Afotech, qui a peut-être un témoignage sur justement en période de crise, les gens sont friands d'innovation. Alors, Laurent, vous pouvez peut-être remettre Non, votre micro. bonjour. C'est pas un témoignage, c'est une question parce que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu qu'en période de crise, les gens sont friands d'innovation. Mais on se base sur quoi pour dire ça? Parce que surtout dans cette crise actuelle où il y a tellement d'incertitudes, tellement de peur, l'innovation représentant souvent une peur aussi, est-ce vraiment reçu par la majorité des gens ou par quelques personnes qui ont un peu plus de réflexion? Bien évidemment, on est face à une société qui est multiple, donc avec des gens qui vont se refermer sur eux-mêmes, des entreprises qui vont limiter totalement la prise de risque parce qu'il y a des incertitudes, mais il reste qu'il y a une population et un marché qui est très très preneur d'innovation. De toute façon, regardez la consommation phénoménale d'outils de communication, d'échange entre les personnes.
à titre personnel, sur mon ordinateur, j'ai 7 systèmes de travail collaboratif. J'en utilisais un avant, celui de l'université, qui s'appelle Teams. Aujourd'hui, j'en utilise et j'en ai téléchargé 7. Donc, je suis friand, je suis preneur, comme beaucoup de gens qui travaillent en télétravail, je suis friand, je suis preneur d'innovation. Et l'innovation dans ce domaine-là, et donc de produits nouveaux, et donc il y a une forte consommation à ce niveau-là. Si on prend le cas très simple des hôpitaux, regardez à quelle vitesse certaines innovations ont été mises en place. Par exemple, certains masques qui n'existaient pas il y a encore quelques semaines et qui sont aujourd'hui largement utilisés par certains hôpitaux. Donc, il y a toujours des niches. Dans toute crise, il y a toujours, à un moment donné, une niche qui fait que les gens vont être preneurs. Regardez ce paradoxe incroyable. En 1929, une crise terrible, des gens qui ont peu d'argent, etc., et le développement phénoménal de la Metro-Goldwyn-Mayer. C'est-à-dire que finalement, dans une période comme celle-là, les gens étaient preneurs d'aller au cinéma. Donc, à un moment donné, peut-être de rêve. Donc, il y a toujours, en période de crise, des niches qui sont preneuses d'innovation. Et puis aujourd'hui, quand des gens vont regarder ce qui va se passer aujourd'hui dans les restaurants, les hôtels, il est clair, net et précis, je n'ai pas la solution. Mais celui qui a réussi à innover, c'est-à-dire à garantir que quand vous allez dans un hôtel, vous vous couchez dans un lit, eh bien vous êtes sûr que vous n'avez pas attrapé un virus du fait du précédent utilisateur. Si vous trouvez une solution, c'est clair, net et précis, tout le monde vous l'achètera. J'ai donné la parole à Fabienne qui voulait faire aussi une intervention. Fabienne Berthet qui est chez nous. Oui, Grandance Innovation. Moi, je suis plus spécialisée en santé. J'avais un commentaire qui comprend en fait ce que souhaitait dire, je pense, Afotech et l'intervenant. Vous avez pris deux exemples, un en industrie de la santé qui a été plutôt une analyse d'introspection et l'autre en open innovation de l'industrie automobile. Je trouve qu'ils sont révélateurs des réflexes de ces deux industries. C'est-à-dire que l'industrie pharma et santé est très faible en open innovation multipartenaire. J'entends bien multipartenaire. Elle est très, très faible là-dessus, là où l'industrie automobile est très forte. Et je pense que dans un moyen terme, les deux industries devraient bien se poser l'autre question, savoir l'industrie automobile, quelle est son utilité aujourd'hui? Elle aurait un énorme travail introspectif à faire. Et de l'autre côté, l'industrie de la santé aurait un énorme effort de vraie innovation multi-partenaires collaborative à faire sur la recherche de vaccins ou d'autres sujets. Et je pense qu'ils n'y sont pas ni l'un ni l'autre. Et en commentaire à ce que vous venez de dire, je pense qu'il y a eu une créativité, un niveau de créativité extraordinaire, surtout au niveau des hôpitaux, pour s'ajuster en temps réel sur tout ce qui était protection, respirateurs, comment les faire fonctionner lorsque toutes les pièces n'étaient pas arrivées, comment avoir effectivement le transfert des patients. Enfin, il y a eu énormément de créativité. Est-ce que ça va se transformer dans une volonté d'innovation derrière? Je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a des échelles de temps pour les industries d'un côté qui ne sont pas encore dans ce réflexion-là de véritablement d'introspection, d'innovation, et de l'autre côté, de la créativité, est-ce qu'on va la transformer vraiment en innovation? Oui, je voudrais compléter ce que vous dites. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je trouve incroyable qu'aujourd'hui, on ne puisse encore pas trouver des voitures légères. Je trouve ça totalement surprenant qu'il n'y ait pas de remise en cause de ce type-là. Je voudrais rajouter une chose, c'est que je pense aussi qu'il y a une notion de dimension à rajouter à ça. Je pense que, par exemple, dans le domaine de la santé, certaines petites entreprises, elles adoptent l'open innovation. Je crois savoir qu'Étape a des collaborations très fortes avec des universités ailleurs qu'à Nancy, d'ailleurs, donc sur le territoire national. Et si on prend le cas de Plant Advanced Technologies, c'est aussi une petite entreprise qui, au départ, a établi donc, des partenariats.
Ce que je veux dire, c'est que en plus de ces grandes tendances, par exemple, de la pharmacie à ne pas travailler en open innovation, on le voit d'ailleurs dans cette espèce de course au vaccin, c'est vraiment caractéristique. Et par contre, on trouve des petites entreprises qui justement trouvent leur création de valeur en ayant peut-être des démarches un petit peu différentes. Alors, je suis d'accord avec vous, mais ça ne sera rarement un partenariat multi-partenaire industriel. Académique sans problème, industriel, là où plusieurs industries de l'automobile vont travailler ensemble. Absolument. C'est ça que je veux dire comme différence. Voilà. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je vais donner la parole à Ludovic Boulafrane, qui avait une question concernant la collaboration multipartenaire, justement. Oui, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, très bien. Donc, oui, bonjour à tous. Ludovic Boulafrane, je suis sur Amiens et je suis en start-up en innovation textile santé, bien-être. Je développe une combinaison de récupération pour les sportifs de haut niveau. Et puis, du coup, en fait, je m'interpelle effectivement par rapport à la collaboration. En tant que start-up, est-ce qu'on doit être à l'origine, on va dire, de la mise en place de la collaboration dans un premier temps, puisque pour nous, c'est pas évident. Et la deuxième chose, cette collaboration, moi, j'ai des partenaires qui sont aujourd'hui universitaires et d'autres partenaires qui sont des centres de recherche. La question, c'est est-ce que je fais une collaboration triptyque ou est-ce que j'en fais une avec la partie universitaire et une autre avec la partie recherche? Merci. Alors, déjà pour le démarrage de la collaboration, il y a différentes façons de pratiquer. On peut chercher soi-même des collaborateurs, mais il y a aussi des grandes structures et des personnes qui savent très très bien jouer ce rôle. Alors, ce n'est pas de l'opportunisme, mais par exemple, si vous vous adressez à Grand Nancy Innovation, très certainement que n'importe quel entrepreneur ira beaucoup plus vite pour trouver des partenaires, au moins en tout cas sur le territoire, et voire même plus loin, parce que c'est des gens qui connaissent. Et il y a des tas d'autres structures, enfin il y a plusieurs autres structures qui peuvent aider aussi à tisser un réseau, sachant donc qu'une fois qu'on a fait ces premières rencontres et qu'on a identifié des personnes, il faut quand même faire une analyse. Moi, j'ai le souvenir d'un très beau projet sur lequel on avait travaillé avec un appareil qui permet d'éviter, vous savez, en cas d'accident, d'avoir à porter une petite bouteille avec du sérum et avec un cathéter, etc., avec un boîtier qui se fixait, etc. Le fait qu'on ait mal choisi un des partenaires, en particulier qui n'avait pas une santé financière qui lui permettait de faire un beau projet, c'est ça qui a plombé. Donc, il y a toute quand même une analyse à faire et en général, d'ailleurs, avoir quelques conseils au moment de lancer, d'identifier, de choisir le bon partenaire, c'est important. Alors après, vous posez la question de est-ce qu'il faut avoir un seul contrat ou plusieurs avec des structures qui sont un peu différentes. Alors là, je reprendrai peut-être une casquette parce que j'ai eu la chance d'être responsable de la valorisation d'universités pendant quelques années. Et puis, j'ai participé aussi à des créations d'entreprises. Je dirais que c'est compliqué. Mais quand même, si par exemple vous travaillez avec une structure de recherche, un centre de recherche, et ensuite avec un laboratoire, de toute façon, vous aurez des règles communes à établir en termes de publication, des choses comme ça. On a signé des accords de confidentialité. Oui, et la deuxième chose, c'est que du coup, en fait, le phasage dans la construction, parce que je ne recherche pas de partenaires. Moi, aujourd'hui, j'ai l'ensemble de mes partenaires, mais j'essaie de voir comment je peux les faire collaborer ou comment on peut travailler ensemble dans un phasage planifié, puisque notamment, j'en ai un dernier qui s'occupe de la production, qui lui n'est pas là aujourd'hui puisqu'on est dans le prototypage. Il souhaite y rentrer dès le début et c'est compliqué de lui dire, attendez, on va patienter parce qu'on est dans une phase dans laquelle on va… vous voyez, organisationnellement, c'est pas évident. Oui, alors il y a plusieurs formules. Il y en a une qui est d'avoir un accord de consortium, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur certaines règles de la collaboration et ça permet de baliser
le temps et les interventions des uns et des autres. Et ensuite, on rajoute à ça des accords bilatéraux entre votre entreprise et chaque partenaire. C'est exactement la structure qu'on a pour le travail que je vous ai montré sur les 17 pratiques. On a un accord de consortium avec tous les partenaires et ensuite notre équipe a un accord particulier entre la structure qui pilote vraiment le système et mon équipe. Alors, le gros intérêt, c'est que ça permet de bien verrouiller les choses entre vous et chaque partenaire, et l'accord de consortium permet de faire le transverse. Le pendant de ça, c'est quand même que le travail est beaucoup plus long pour établir les choses, parce que ça veut dire qu'on multiplie les contrats. Mais voilà, c'est... Oui, puis je me suis retrouvé à pratiquement rejeter un partenaire quelque part qui était éligible dans une collaboration, notamment juste pour un visio. Parce qu'en fait, il y avait des termes qu'on employait, il y a des outils en fait, de nouvelles technologies dans lesquels il fallait donner des informations. Et en fait, je ne pouvais pas l'intégrer à la réunion, alors que globalement, il était important qu'il y soit, quoi. Enfin, donc, c'était un peu frustrant. Enfin, ouais. Et il faut tenir compte aussi du fait que certains financeurs vous imposent la structure contractuelle. Certains financeurs vous imposent un accord de consortium. Certains financeurs vous imposent des accords bilatéraux entre partenaires, etc. Il y a aussi une pression comme ça. Mais il n'y a pas de solution idéale. Le point important qu'il faut regarder, c'est ce que vous mettiez en avant, c'est la nécessaire coordination entre les gens. Et si vous avez vraiment une nécessité que deux autres partenaires travaillent bien ensemble, on passe toujours on est à peu près obligé de passer par un accord de consortium. Merci pour ces éclairages. Je vais reprendre la parole. Effectivement, il faut qu'on rende l'antenne à midi précise. Il y a une question qui pourrait faire office d'ouverture, c'est effectivement, en sortie de confinement, garderons-nous cette dynamique d'innovation, de déplacer un peu les frontières, dépasser les murs et globalement innover. C'est quelque chose, je pense qu'on n'a pas forcément la réponse à cette question. En tout cas, je pense que pour prêcher pour nos paroisses, le NSGSI et puis Grand Nancy Innovation, on est à votre disposition pour continuer cette dynamique. Et c'est vraiment ce que nous, on souhaite impulser sur le territoire, permettre aux entreprises, aux structures privées, aux structures publiques de se réinventer et de pouvoir traverser cette crise en gardant la tête au-dessus de l'eau, ou en tout cas de pouvoir se réinventer pour accélérer une fois que on sera revenu sur des fondamentaux plus solides. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci à Vincent Boly pour cette intervention. Et au plaisir de vous revoir en vrai à la sortie du confinement. Voilà. Merci.